Je vais parler des OGM, mais peut-être spécialement de cette singularité des OGM. L'opinion publique n'en veut pas. Pas partout et pas toujours, mais elle n'en veut pas dans un champ bien déterminé. Et c'est un grand point d'interrogation. Et cette réticence, je la rencontre parce que, en plus de mes différentes activités scientifiques, je suis au Parlement fédéral suisse et que j'ai débattu de la loi qui, en Suisse, aurait permis d'utiliser, de planter, de consommer des OGM. Et cette loi a été attaquée par une initiative populaire, c'est quelque chose que nous pouvons faire en Suisse. Le Parlement était d'accord d'utiliser des OGM, le gouvernement était d'accord, et le peuple a demandé un moratoire en 2002, qui a duré 5 ans. En 2007, le gouvernement avait tellement peur de revenir devant le peuple que le moratoire a été prolongé. Il a été prolongé 2 fois, et pour l'instant, il n'y a toujours pas d'OGM plantés, c'est interdit par la loi, et bien entendu, on n'en consomme pas, sauf là où on ne le sait pas. Vous savez que les réticences en France aussi sont énormes. En principe, dans l'Union européenne essaye de promouvoir certaines cultures d'OGM. Elle ne les impose pas aux pays. Les pays peuvent cultiver des OGM, mais ils ne sont pas obligés. Et la loi locale, la loi nationale, peut l'empêcher. Et c'est bien le débat en France aussi. Ce qui me stupéfie dans cette réticence de l'opinion publique, c'est que l'opinion publique est prête à accepter certaines techniques qui ont de grands inconvénients. Alors, la technique la plus banale, c'est la voiture. La voiture, elle est dangereuse, elle tue 1 millier de personnes par an, et on n'a certainement pas tué 1000 personnes avec des OGM, mais la voiture est acceptée, c'est pas seulement un moyen de transport, c'est aussi un moyen de promotion sociale, et elle joue le rôle que vous connaissez, mais l'opinion publique ne se révolte pas contre la voiture. Il y a une autre singularité. 3 jours après Fukushima, le gouvernement suisse a décidé d'interrompre le nucléaire. On n'en construira plus et on arrêtera le plus vite possible les centrales existantes. En France, vous dépendez toujours à 60-70% du nucléaire et il n'y a pas un mouvement d'ensemble contre le nucléaire, alors que le nucléaire est, je crois que l'exemple de Fukushima l'a montré, est quelque chose de très dangereux. Ce danger existe parmi nous. Quand on l'a évalué en Suisse, si une centrale explose, il faut déplacer, il faut d'abord fermer définitivement les villes de Berne, de Fribourg, de Neuchâtel et de Bienne et évacuer 1 million de personnes. C'est un risque que nous ne pouvons pas courir, c'est un risque que vous continuez à courir. Et donc nous sommes bien dans un débat culturel. En Suisse, le souverain, ce qu'on appelle le souverain en Suisse, c'est le peuple. Le souverain, ici, habite à l'Élysée. Vous êtes toujours dans une culture de monarchie. Voilà. Alors, ça va nous permettre de rentrer dans le vif du sujet, parce que le refus des OGM, imaginez que Carrefour se mette à faire un rayon d'OGM. D'abord, il n'y aurait pas de clients. Et puis, Carrefour serait ruiné. On se méfierait de tout. Donc, c'est impossible. Et cependant, aux États-Unis, pour certaines cultures, il n'y a pratiquement plus que des OGM. Le refus des OGM est une singularité européenne. Ça n'existe ni dans les Amériques, ni en Asie. Et d'autre part, notre refus, typiquement français, typiquement suisse aussi, c'est un refus qui porte sur l'alimentation. Il ne porte pas sur les autres applications des OGM. Et je le démontrerai plus loin, il y a des applications en médecine qui ne posent aucun problème. Et donc, quand on prend cette attitude, les Français ne veulent pas manger des OGM, les Américains n'y voient pas de difficulté.
n'y voit pas de problème. Mais c'est notre attitude culturelle par rapport à la nourriture. En France, on mange, du même que seuls les hommes d'esprit savent manger, que les animaux se repaissent. Aux États-Unis, on se nourrit, on jette des choses dans l'estomac sans trop s'occuper du goût qu'elles ont, ni de l'endroit d'où elles viennent. Il faut surtout que ça coûte le moins cher possible. Et donc c'est cette différence culturelle que nous allons discuter en essayant de trouver une explication globale. On la voit à peu près dans la civilisation méditerranéenne. Manger, c'est plus que se nourrir. C'est communier avec la terre. C'est communier autour d'une table. Ce qui est frappant dans beaucoup de maisons aux États-Unis, c'est qu'il n'y a plus de table. On ne s'assied plus autour d'une table pour manger. Et ici, c'est impensable. Alors, je crois que le premier problème qui se pose, c'est de définir qu'est-ce que c'est qu'un OGM. Alors, la définition qui saute aux yeux, c'est, on appelle organisme génétiquement modifié, OGM, un organisme dont l'ADN, dont le génome, a été modifié par l'homme. Ça ne veut strictement rien dire. Parce que dans une ferme, il n'y a pas un seul organisme qui n'ait été modifié par l'homme. La vache n'existe pas dans la nature. Et elle ne survivrait pas longtemps si elle était dans la nature. Le blé n'existe pas dans la nature. Et abandonné à lui-même, le blé ne se propagerait pas. Et idem pour le maïs, idem pour la pomme de terre, etc. Et donc, on a cherché une définition, et j'étais effectivement dans la commission parlementaire, qui a dû trouver une définition de ce qui était un OGM dont on ne veut pas, par opposition avec les OGM dans lesquels nous vivons, en commençant par remarquer que nous sommes un organisme génétiquement modifié, nous aussi. Alors, on a trouvé une loi, et la loi dit ceci, je cite, « Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication, ni par recombinaison naturelle. » Alors, je dirais, qu'est-ce que ça veut dire? Si nous nous en tenions à ce que la nature nous offrait, s'il n'y avait pas eu la sélection qui a été faite depuis 10 000 ans, d'abord par des paysans, par des agriculteurs, et puis par des stations agronomiques, le jardin des plantes, etc., il y aurait place sur la Terre pour quelques millions d'individus. Au début du néolithique, nous étions quelques millions. Et c'est la production massive de nourriture par l'agriculture et par l'élevage qui a fait que nous sommes devenus petit à petit aussi nombreux. Cette modification se fait de façon simple. Un paysan remarque un épi de blé plus lourd qu'un autre. Il recueille précieusement les grains de cet épi de blé, il va semer cela, et petit à petit, on aura des grains de blé qui seront de plus en plus gros. Voilà. C'est naturel si on veut, ce n'est pas naturel si on remarque que l'homme est intervenu. Mais il a fallu attendre un mécanisme relativement lent, il a fallu attendre que petit à petit, dans le courant de l'évolution, il y ait un épi de blé qui soit plus gros que les autres. Pourquoi est-il plus gros que les autres? Ben, tout simplement parce que les espèces ne sont pas fixes, les espèces évoluent. Et l'évolution, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé, c'est quelque chose qui continue. Et quels sont les mécanismes de l'évolution? Alors, il y a un mécanisme évident, c'est la reproduction sexuée. À chaque génération, on remélange les gènes et on a parfois des combinaisons qui sont plus intéressantes que d'autres. Mais il y a tout de même l'introduction de nouveaux gènes à l'intérieur d'espèces existantes. Et c'est bien ce mécanisme-là qu'on va utiliser. Ce mécanisme est assez simple. Il y a régulièrement des virus, des rétrovirus,
porteurs de petits fragments d'ADN qui ont été ramassés à gauche et à droite, qui pénètrent à l'intérieur d'une graine, et au hasard, cet ADN supplémentaire va se fixer quelque part et va donner lieu petit à petit à une dérive génétique. En d'autres mots, quand on ne veut pas des OGM, on dit culturellement quelque chose qui est très fort, on ne veut pas de l'évolution. Il y a une ligne créationniste à l'intérieur du mouvement qui est opposé aux OGM. Alors, quelles sont les techniques actuelles? Alors, les techniques traditionnelles dans une station d'essai agronomique, c'est, si on veut créer, mettons, une nouvelle rose, la famille Meillan, à Bourgoin-Jallieu, on va, avec un pinceau, prélever un peu de pollen et on va le mettre sur une autre fleur. Et en faisant ça 10 000 fois, on va finir par trouver la rose que l'on désire. Donc on fait un grand nombre d'essais, on les contrôle et on finit par trouver au hasard quelque chose qui nous convient. Qu'est-ce que c'est qu'un OGM? Dans la répulsion que les gens éprouvent, c'est qu'on n'attend pas l'évolution spontanée. On n'attend pas le hasard des croisements. On va droit au but. Exemple, prenons le maïs, Monsanto, ce maïs qui résulte à l'attaque d'un insecte qui s'appelle le pyrale et qui cause bien des dégâts. Comment est-ce qu'on va procéder? On va prendre un grain de maïs, du maïs ordinaire, et on va le bombarder avec des petites particules d'or, parce qu'elles sont très lourdes, qui vont pénétrer à l'intérieur du grain, et sur ces particules, il y a des virus, et ces virus portent un morceau de génome qu'on a pris dans une autre plante qui est résistante au pyrale. Et à force de multiplier ces opérations, à un certain moment, on trouvera des grains de maïs qui résistent à la pyrale. Donc j'insiste sur une chose, quand on fait des OGM, on ne fabrique pas, ce n'est pas de la génération chimique de génome que l'on fabrique, on déplace des morceaux de génome d'une plante à une autre. C'est un mécanisme naturel qui fonctionne continuellement et qui fait qu'il y a une évolution spontanée des plantes. Mais au lieu d'attendre qu'elles se produisent, on y va tout droit, on veut résister à l'attaque des insectes sans mettre d'insecticide et on obtient le résultat que l'on veut. Et donc on aurait pu aussi dire, je ne fais pas cela, je fais beaucoup de champs de maïs, je cultive à proximité de ces champs de maïs cette plante qui résulte à la pyrale, et à force d'observer le champ, quand il y a une attaque par cet insecte, je vais découvrir qu'il y a des maïs qui résistent, des épis de maïs qui résistent, je vais prendre ceux-là et c'est ceux-là que je vais replanter. Et donc, dire que les OGM ne sont pas naturels, ou parvenir à distinguer entre ce qui est un OGM que l'on peut blâmer, que l'on peut refuser, etc., et un OGM avec lequel nous vivons, c'est quelque chose qui finalement est assez difficile. Alors pour l'instant, les principales plantes cultivées aux États-Unis, bien entendu, ou au Brésil, c'est-à-dire le maïs, le riz, le coton, le colza, la betterave, la pomme de terre, le soya, les œillets, la chicorée, le tabac, le lin, le tournesol, les tomates, les fraises, sont des versions génétiquement modifiées. Les cultures génétiquement modifiées représentent à peu près 1/10 des cultures dans le monde entier. Il n'y en a pas, ou très peu, en Europe, et par définition, il n'y en a pas du tout, et il ne peut pas y en avoir en Suisse. Voilà. Alors, à côté de ces applications qui sont des applications en agronomie, ça vaut la peine de dire tout de suite, il y a des applications dans un domaine où on ne s'en rend pas compte. C'est le domaine médical. Alors, je vais en citer quelques-unes. La plus courante, c'est l'insuline, qui est nécessaire aux diabétiques, comme vous savez. Et jadis, l'insuline qu'on injectait aux diabétiques était extraite du pancréas de bœuf ou du porc.
avec deux inconvénients. D'abord, ce n'est pas exactement la formule de l'insuline humaine. Et secondo, quand vous extrayez quelque chose d'un animal, vous pouvez extraire non seulement l'insuline, mais des choses beaucoup plus désagréables, des virus, des bactéries, etc. En tout cas, on s'est trouvé lors de la maladie de la vache folle dans une situation où il n'était plus question d'injecter de l'insuline d'origine bovine, de peur de transmettre le prion. Et l'insuline qu'on injecte actuellement aux diabétiques est fabriquée par des bactéries qui ont été modifiées par génie génétique, c'est-à-dire qu'on leur a inséré le fragment d'ADN humain qui synthétise l'insuline humaine. En d'autres mots, on a créé une chimère, un mélange d'ADN humain et d'ADN animal, ce qui est absolument interdit par toutes les lois possibles et imaginables. Deuxième exemple, c'est l'hormone de croissance pour les enfants qui ne la fabriquaient pas spontanément et qui devenaient des nains. Pendant longtemps, on a extrait cette hormone de croissance de l'hypophyse des cadavres jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'un certain nombre de gens étaient morts d'un Creutzfeldt-Jakob et qu'en fait, ce que l'on injectait, c'était cette maladie. Ces enfants grandissaient, mais ils finissaient par mourir. Troisième exemple, qui est bien connu en France, c'est le facteur coagulant qui est nécessaire pour les enfants atteints d'hémophilie. Pendant longtemps, on a extrait du sang qui provenait de donneurs, et ces donneurs, en particulier ceux qu'on recrutait dans les prisons, étaient porteurs du sida, par exemple, et donc c'est le scandale du sang infecté en France, 10 000 enfants qui ont reçu le sida en même temps que ce facteur coagulant. Voilà. Donc on va s'arrêter là et regarder maintenant le tableau. Nous refusons de manger du maïs génétiquement modifié, mais nous acceptons que l'on injecte dans nos veines des produits qui proviennent d'organismes génétiquement modifiés. C'est complètement incohérent. Alors, ce que l'on va dire, ce que l'on peut dire, c'est que les OGM comportent probablement des risques que l'on ne connaît pas. Je ne parle pas des déboires de la firme Monsanto qui a exploité des paysans, etc. C'est autre chose. Ce n'est pas le problème technique des OGM, ça. C'est une politique industrielle, c'est une politique commerciale. Mais est-ce que l'on peut toucher, est-ce que l'on peut changer quelque chose à ce que nous mangeons? Est-ce qu'on ne court pas un risque? Là, c'est évident qu'on court un risque. Il n'y a pas de nouvelles techniques sans qu'elles ne présentent de risques. On dira oui, le risque du nucléaire, oui, le risque de la voiture, etc. Mais il n'y a pas des risques dans l'alimentation naturelle. Eh bien oui, il y en a. Le cas le plus révélateur, c'est le tabac. Le tabac n'existait pas en Europe. Le tabac a été importé en Europe sous couvert d'être un médicament. Et il a fallu les 30 ou 40 dernières années pour se rendre compte que c'est un poison. Mais le tabac est tout à fait naturel. Il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Ce n'est pas un OGM. Mais c'est certainement l'organisme naturel, la plante naturelle, qui tue le plus de Français. On peut avoir des inconvénients pour l'environnement. De grandes civilisations se sont effondrées dans le Moyen-Orient parce qu'elles avaient inventé l'irrigation. Mais comme ils n'avaient pas toujours de l'eau pure, de l'eau douce, et on a irrigué souvent avec des eaux qui étaient fortement chargées de sel, par exemple, et on a définitivement stérilisé un certain nombre d'endroits qui étaient auparavant productifs. Il suffit d'aller dans le Maghreb et de découvrir au milieu du désert des villes romaines. C'était le grenier à blé de Rome. Et il a tellement fonctionné que maintenant c'est devenu un
désert. C'est un problème aussi, l'agriculture pour l'économie. Prenez la symbiose entre les 8 à 9 millions d'Indiens qui vivaient dans ce qui est actuellement les États-Unis, leur symbiose avec les bisons. C'était des chasseurs, c'était leur ressource essentielle. Dès que des Européens sont arrivés, ils ont fait ce qu'ils étaient habitués à faire ici, c'est-à-dire de l'agriculture. En faisant de l'agriculture, ils ont mis des barrières et ils ont massacré les bisons. Et en massacrant les bisons, on a massacré les Indiens. On a dû tuer aux États-Unis, en les affamant, mettons une demi-douzaine de millions d'Indiens, c'est-à-dire autant que nous avons tué de Juifs. Mais les États-Unis sont un exemple de vertu. Ça peut être aussi un problème pour un peuple, l'agriculture normale. Là, il y a le nom de Parmentier. Parmentier a introduit la pomme de terre, comme vous le savez, au XVIIIe siècle en France, et ça a mis un terme aux famines récurrentes parce que la France dépendait essentiellement du blé. Et en diversifiant l'agriculture, on a effectivement fourni une nourriture bon marché à la population. Tout cela est très bien jusqu'au moment où la maladie du mildiou s'est déclenchée en 1846 en Irlande avec une famine dramatique, une famine, 2 millions de morts et 1 million de gens qui ont dû s'enfuir vers les États-Unis. Et donc, tous ces exemples, même agricoles, même naturels, ne se révèlent qu'à l'usage. Il faut un certain temps, une certaine pénétration pour que ces inconvénients comme ces avantages apparaissent. Pour l'instant, on a vu que les avantages des OGM, un jour il y aura des inconvénients, eh bien ces inconvénients, on doit courir ce risque. Et si on ne court pas ce risque, eh bien on court le risque le plus dramatique de tous, c'est de s'installer une fois pour toutes en dehors de l'évolution. À quoi servent ces modifications? Les modifications pour les OGM tels qu'ils existent actuellement sont des modifications qui vont toujours dans le même sens. Le sens typique des États-Unis, produire davantage. Alors, une de ces modifications, c'est la lutte contre cet insecte, la pyrale. Le maïs génère spontanément une molécule qui est toxique pour l'insecte. C'est-à-dire, elle génère un insecticide. Cet insecticide est à l'intérieur de la plante. Cet insecticide n'est, en principe, pas nocif pour l'homme. Cet insecticide se trouve surtout dans la partie verte qui est consommée par les pyrales. Est-ce qu'un jour, cet insecticide se révélera également nocif pour l'homme? Eh bien, on verra bien. On verra bien parce que, comme pour toutes les techniques, c'est à l'usage que l'on voit si elles sont dangereuses. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur électricien en 1954 et mon professeur m'a dit « Allez dans la direction de l'énergie nucléaire ». Parce que l'énergie nucléaire, m'a-t-il dit, ça c'est positif, c'est le bien-être de l'humanité. En revanche, il y a une application négative du nucléaire, c'est les bombes. Eh bien, les bombes ont en fait évité les guerres et le nucléaire pacifique a tué pas mal de personnes. Et donc c'est à l'usage que l'on voit que ce qui est positif peut se révéler négatif et que ce que l'on croyait négatif peut se révéler positif. L'autre grande utilisation aux États-Unis des OGM, c'est la résistance à un herbicide. Le problème de tous les paysans, c'est d'éviter que les mauvaises herbes envahissent leurs champs. Et à ce titre-là, il est intéressant d'avoir un maïs sur lequel on peut répandre un herbicide général qui massacre toutes les mauvaises plantes, mais auquel le maïs résiste. On peut nettoyer un champ, c'est-à-dire on peut augmenter la productivité de ce champ. L'inconvénient, c'est que le maïs peut se mélanger, le colza, en particulier le colza, peut se mélanger avec des plantes qui lui sont proches génétiquement et fabriquer finalement des mauvaises herbes qui soient tout aussi résistantes
que la plante qu'on a essayé de protéger. Voilà. Je crois qu'on arrive petit à petit à avoir une vision plus juste de ce que c'est qu'un OGM et du problème culturel face auquel nous nous trouvons. Le problème, ce n'est pas le principe des OGM, c'est l'application des OGM par la firme Monsanto, c'est-à-dire par les États-Unis en gros. Comme je l'ai dit au début, la nourriture aux États-Unis consiste à jeter des aliments dans son tube digestif. La nourriture, chez nous, c'est quelque chose de différent. Si la France voulait bien s'occuper des OGM, si la France voulait bien développer les OGM, elle le ferait peut-être face à ce peuple que nous sommes, elle le ferait peut-être pour améliorer le goût des tomates insipides, des fraises vertes, etc., etc. Bref, on pourrait partir avec les OGM dans une direction qui, culturellement, nous convainc, et non pas dans celle qui nous a été imposée par les États-Unis, parce que nous nous sommes retirés du débat, parce que nous ne sommes pas dedans, parce que nous refusons une technique, nous la livrons aux autres. C'est la seule différence. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. En Allemagne, à partir de 1930, on n'a plus enseigné ce qui dépendait d'Einstein, parce qu'Einstein était juif. Et donc, quand Einstein est arrivé aux États-Unis, il a expliqué à Roosevelt qu'il y avait moyen de faire une bombe nucléaire. Et comme les physiciens juifs n'étaient plus en Allemagne, les Allemands se sont privés de l'arme qui leur aurait donné la victoire. Nous pouvons avoir en agriculture une victoire, mais encore faut-il ne pas refuser la technique a priori. Voilà. Alors, conclusion. J'ai toujours le temps. Bon. Alors, on va tirer un certain nombre de conclusions. Moi, je dirais, en matière d'OGM, ce n'est pas en faisant n'importe quoi, ce que fait Monsanto, ou bien rien du tout, ce que fait l'Europe, que l'on utilisera intelligemment le génie génétique. Il est indispensable que cette problématique soit prise en main par les Nations Unies. Au moment où le peuple a refusé les OGM en Suisse, au moment où il a imposé un moratoire, je me suis permis de faire remarquer dans le débat politique que les pollens traversaient les frontières, qu'ils n'avaient pas besoin de passeport, et que si l'Europe se convertissait aux OGM, il fallait encore que nous nous en occupions. Et donc, c'est les Nations Unies qui doivent effectivement gérer cela. Il y a certainement des inconvénients qui ne sont pas encore révélés, mais il faudrait peut-être les prévoir et surtout faire de la recherche. Seconde conclusion, c'est une conclusion tout à fait générale, c'est que le danger en technique surgit toujours de l'endroit où on ne l'attendait pas et où on ne l'a pas reconnu à temps. Le danger véritable du nucléaire, c'est la fusion d'un cœur. Mais à l'époque où j'ai été formé, on disait il est impossible qu'un cœur fonde parce qu'il y a des procédés avec lesquels on peut arrêter la fusion nucléaire. Et donc il y a des tas de questions qu'on doit résoudre en matière d'OGM, mais nous ne les résoudrons pas si nous laissons la recherche entre les mains d'une firme privée, si nous laissons la recherche entre les mains des États-Unis, qui ont d'autres objectifs que nous. Et donc, l'introduction d'un gène provenant d'un ADN d'une plante dans une autre plante, est-ce que ça permet simplement de doter la seconde d'une qualité empruntée au premier, sans effet secondaire imprévisible et indésirable? La migration vers d'autres plantes peut-elle se produire? Est-ce que c'est grave? Est-ce que les OGM vont vraiment remplir leur rôle de lutte contre la faim, la désertification, l'assèchement, la pollution? Si oui, dans quelles conditions? Dans quel contrôle? Troisième conclusion, c'est bien la recherche qui est indispensable pour apprendre à utiliser intelligemment le génie génétique.
On ne peut pas demander à Monsanto, à une firme privée, une fois qu'elle a inventé une semence qui a coûté une véritable fortune, c'est par milliards, hein, les investissements, qu'elle va en même temps chercher les effets secondaires et détruire ce qu'elle a fait. Et donc c'est pour cela qu'il faut une recherche publique. Et donc, la recherche fondamentale, c'est une charge des pouvoirs publics. Et seule la première peut répondre aux questions essentielles que j'ai évoquées plus haut. Soit dit en passant, on a fait des recherches dans des instances publiques en Suisse, et puis on a dû arrêter. On a dû arrêter parce que de braves personnes allaient faucher ce blé durant la nuit et empêchaient en fait de fonctionner. La recherche en agronomie est une recherche lente, hein, c'est une fois par an, pas beaucoup plus. Et donc détruire, comme on l'a fait en France massivement, détruire des parcelles expérimentales, c'est un crime. C'est un crime contre l'État. Voilà. Et puis, il faudra bien entendu une législation qui, petit à petit, contrôle la situation. Mais si on décide un moratoire de droit, comme en Suisse, de fait comme en France, cette législation ne sera jamais élaborée. Et puis, finalement, il faut poser la question fondamentale. Pourquoi? Pourquoi croit-on que lorsque la nature gère l'évolution par le hasard, tout en étant, comme l'a dit la conférence précédente, tout en étant soumise aux lois de la physique, bien entendu, pourquoi croit-on qu'elle fera mieux que ce que nous ferons, que ce que nous pouvons faire? Et là, c'est les résidus d'une vieille croyance religieuse qui est encore présente parmi nous, ce qu'on appelle l'animisme. L'animisme consiste à dire je suis au milieu d'une nature et quand quelque chose se passe, c'est qu'il y a un esprit qui est derrière et qui l'a poussé dans un sens ou dans un autre. Si vous lisez par exemple la littérature grecque, vous commencez par l'Odyssée, rien ne se passe qu'un Dieu ne l'ait décidé. Et donc l'homme ne peut rien changer à cela, puisque les phénomènes qui se passent, une tempête déclenchée par Poséidon, c'est une manifestation de la volonté divine. Et donc, à l'intérieur de notre croyance à ce que l'évolution naturelle est quelque chose de positif, d'acceptable, de saint, de sacré, il y a cette croyance fondamentale, la nature ne commet jamais d'erreur, à l'exception d'une seule, l'homme. Et l'homme est une erreur de la nature puisqu'il peut la modifier. Et c'est ce choix-là qui est un choix fondamental. Lorsque nous sélectionnons une variété de blé, nous n'insultons pas Dieu, nous n'insultons pas les esprits. Pourquoi subitement est-ce que nous avons cette réaction de recul devant les OGM? Parce que nous définissons ce que la vie va devenir. Nous devenons un agent de l'évolution, beaucoup plus que nous ne l'étions auparavant. Et ce qui se passe en matière d'OGM se reproduit dans un autre secteur qui est absolument sensible, c'est la procréation médicalement assistée et le diagnostic pré-implantatoire, qui, encore une fois, pour la Suisse, est strictement interdit. On doit implanter au hasard et avorter jusqu'à la 12e semaine. Et donc, c'est cela, c'est ce choix fondamental que nous devons petit à petit surmonter. Je voudrais donner un dernier exemple d'une survivance de l'animisme au XVIIIe siècle, dans le contexte où cette académie a été créée. Ainsi que vous le savez, Benjamin Franklin, qui était le premier ambassadeur des États-Unis en France, est aussi l'inventeur du paratonnerre. Sa première application d'électricité, comment s'en débarrasser. Et il l'a inventé, ça a fonctionné, mais aussitôt, des voix se sont élevées et lui ont dit que c'était un viol de la nature
et que si la foudre tombait sur une maison, c'est que Dieu avait décidé qu'il fallait carboniser les habitants de cette maison qui, manifestement, avaient commis toutes sortes de crimes. Et il a fallu que Benjamin Franklin s'exprime, s'excuse. Il a dit, et il a écrit ceci, en plein XVIIIe siècle. Si pour nos péchés, il plaisait à Dieu de faire pleuvoir du feu sur nous, il ne faut pas compter que nos conducteurs puissent mettre nos maisons en sûreté contre un tel miracle. Voilà où l'on en était au moment où cette académie a été créée. Je constate que, puisque ici on dit la foudre, c'est l'arme du Dieu des chrétiens comme c'était l'arme de Jupiter. Ce qui veut dire que le Dieu des chrétiens n'est pas différent de celui de Jupiter. C'est la même chose. Je constate qu'on en est toujours au même point. Et qu'il faudra bien, à un certain moment, que nous fassions cette révolution culturelle. Que nous ayons, par exemple, un autre rapport à notre alimentation. Et que certes, on mange bien à Paris, mais il y a beaucoup d'endroits où on ne mange pas du tout. Et l'enjeu des OGM, c'est ça.